Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. À la une ce soir, la 37e collecte de la Banque alimentaire se tiendra ce week-end. Elle permet de récolter au niveau national 115 000 tonnes de denrées, soit l'équivalent de 23 millions de repas. La campagne a déjà débuté à certains endroits. Luc Aruche a suivi ce jeudi matin les bénévoles de l'association à Chambéry. Et puis la fédération du BTP en Haute-Savoie tire la sonnette d'alarme. Le secteur du bâtiment ne sait plus quoi faire de ces déchets inertes. Dans le département, les lieux de stockage pour la terre issue des chantiers sont de plus en plus rares. Vous ne pourrez pas les louper avec leurs gilets orange. Ils seront postés à l'entrée et à la sortie des supermarchés durant les 3 prochains jours. Les bénévoles de la Banque alimentaire débutent la 37e collecte nationale de denrées destinées aux plus nécessiteux. Comptant sur la générosité de la population, l'antenne savoyarde de l'association espère faire encore mieux que l'année dernière. Reportage de Luc Aruche. Elle permet d'offrir 22 millions de repas, dont 42 000 rien que dans le département de la Savoie. La Banque alimentaire, ce week-end, si vous souhaitez nous faire un don pour qu'on puisse continuer nos missions. La collecte annuelle de la Banque alimentaire vient de débuter et cette année, quitte des traditionnels féculents et boîtes de conserve, on recherche de la purée, des légumes secs ou encore des produits pour bébés. Les denrées récupérées dans les supermarchés sont ensuite acheminées direction l'entrepôt de la Banque alimentaire de Savoie. Ici, quelques 120 tonnes de produits alimentaires peuvent être stockés. Dans chaque allée, des petites mains s'activent bénévolement pour réussir la collecte nationale. Collecte qui représente à elle seule 13% des denrées récupérées par l'association. C'est un gros travail d'organisation, de classement, de collecte. Voilà, c'est des journées complètes. Et puis après, il y a tout le tri qui se fait. Donc sur une semaine ou 15 jours, on a souvent des écoles qui viennent nous aider. Donc c'est important. Ça montre un peu le travail qu'on fait et la suite qui va directement après auprès des bénéficiaires. Du bénévole au directeur, tout le monde est mobilisé pour réussir ce week-end aussi bien que celui de l'an passé, année record pour la Banque alimentaire de Savoie. L'an dernier, ça a été une très agréable surprise. La voilure de la collecte a été réduite parce que suite au confinement, certaines zones n'ont pas pu être faites. On a été très agréablement surpris. Ce qu'on attend aujourd'hui, on a réélargi la voilure, plus de magasins collectés que l'an dernier. On espère faire aussi bien, voire même mieux, puisqu'il y a plus de magasins. Donc on compte vraiment sur les gens qui seront de passage dans ces magasins et sur leur compréhension des gens qui sont dans le besoin. Vous avez donc jusqu'à ce dimanche pour faire part de votre générosité auprès des nombreux stands de la Banque alimentaire. Glisse en cœur est de retour au Grand Bornand. Après 2 annulations, l'événement caritatif de la montagne française devrait avoir lieu en mars prochain. Le principe n'a pas changé, 24 heures de ski en relais par équipe au profit d'une association. Mais pour l'édition 2022, 2 organisations seront à l'honneur. Mon école extraordinaire basée à Anne-Sylvieux. Celle-ci a pour objectif de proposer un autre cadre scolaire aux enfants dits neuro-atypiques. L'autre bénéficiaire sera l'association Aïna Madagascar qui propose une forme de tourisme alternatif mettant en avant la rencontre et l'échange. Je vous propose d'écouter quelques précisions recueillies par Sébastien Germain lors de la soirée de présentation de l'événement. C'était hier à l'Imperial Palace à Annecy. Les partenaires sont présents, 100% des personnalités, des équipes, tout le monde est là, répond présent. Et ça c'est bien, c'est que je pense que l'histoire de Glisse en cœur, cette solidarité, cette chaîne humaine, malgré le Covid, elle résiste à ça et c'est super important pour les enfants. On sait que les associations, d'une façon générale, et notamment avec des enfants qui ont des parcours de vie un peu plus compliqués, ont été pleinement impactés. Les enfants, effectivement, dans leur adaptation à une période Covid, sur un plan financier. Et oui, je crois que c'est important justement de ne rien lâcher. On est au quotidien auprès des familles et auprès des enfants. À les soutenir, ces 2 années ont été extrêmement difficiles. Et donc cet élan de solidarité, de dynamisme, évidemment on en a tous besoin. C'est un immense honneur parce que en tant que Savoyarde, je connais l'événement, je l'ai vécu en tant que coureur. C'est merveilleux, je suis moi-même habitante des Aravis. Et donc voilà, on est chez nous. Méo est aussi une association locale. Donc il y a encore plus de cœur, j'ai envie de dire, parce qu'on est presque, on est en famille. Et j'ajoute qu'un concert de Yannick Noah est prévu pour l'occasion. Rendez-vous donc du 18 au 20 mars prochain au Grand Bornand.
La situation inquiète depuis plusieurs années déjà, mais elle s'est particulièrement dégradée en 2 ans. La filière des bâtiments et travaux publics de Haute-Savoie alerte sur la gestion des déchets inertes engendrés par les constructions. En effet, les camions-bennes doivent chaque année évacuer près de 3 millions de mètres cubes de terre, principalement, mais il manque cruellement de lieux de stockage dans le département. Les précisions de Lucas Ruche. Chaque année, la Haute-Savoie remplit quelques 300 000 camions-bennes de terre excavés issus des activités du BTP. Ainsi, un problème se pose pour savoir où stocker cette terre. En 10 ans, le nombre d'installations de stockage de déchets inertes a été divisé par 2 dans le département. Les camions parcourant davantage de kilomètres pour trouver un endroit où vider leur cargaison. Et cela provoque la colère des professionnels du métier. On estime à plus d'1 million de mètres cubes actuellement le nombre de matériaux qui ne trouvent pas leur place localement. Et donc, parallèlement à ça, en carrière, l'Adréal nous a communiqué les chiffres 2020. Le bassin annécien, il y a 1 700 000 tonnes de matériaux qui ont été consommés sur le bassin annécien qui sont venus de l'extérieur. Et sur la Haute-Savoie, c'est plus de 2 millions de tonnes qui sont importés des autres départements parce que localement, on n'a pas le courage d'exploiter notre sous-sol géologique qui est très riche. Selon la fédération BTP 74, la solution se trouve dans une réorganisation du plan local d'urbanisme, mal adapté aux enjeux du territoire. La problématique des élus, c'est qu'ils ont une pression, on le sent, de la population qui dit « nous on ne veut pas de ça ici ». Comme on a mis le territoire en tension, le peu de sites qui s'ouvrent, il y a une concentration de camions dessus. Et si on n'ouvre pas plus, on va concentrer de plus en plus. Les habitants vont se sentir de plus en plus agressés, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Parce qu'un charroi de camion toute la journée, c'est quand même c'est pas comme une voiture, c'est impressionnant, ça fait un déplacement d'air. Donc on comprend que les habitants, ça les effraie un peu. Mais il y a une solution simple, c'est que chacun accepte d'en avoir un peu. Et au moins, on évitera cette concentration et ça sera beaucoup plus tolérable pour la population. La fédération BTP 74 attend désormais des réponses et une solution claire des élus locaux pour enfin réussir à inverser la tendance. Et pour aller jusqu'à la fin de ce journal, Didier Chaminade m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué régional d'Orange pour le secteur des Alpes. Quel est votre rôle tout d'abord ? Oui. Eh bien, un délégué régional et une délégation régionale, puisque j'anime une petite équipe, a pour mission d'animer la relation entre l'entreprise Orange et les territoires, et de prime abord les collectivités territoriales. Nous déployons des réseaux, ils sont implantés sur les territoires, et évidemment, nous avons à nous coordonner, à nous organiser pour déployer tout ça en bonne harmonie. Alors j'imagine que vous gérez peut-être plus localement aussi les grands enjeux qui se posent actuellement. Quels sont-ils ces enjeux justement ? Oui, alors Orange est dans un programme stratégique pluriannuel qui s'articule autour de 4 grands piliers. Il y en a un qui est le premier, qui est de continuer l'excellence des réseaux. Orange est reconnu pour avoir les meilleurs réseaux, que ce soit fixe ou mobile. Bien, c'est un travail de tout instant de l'entretenir. Nous avons un défi aussi de se diversifier pour sécuriser, si je puis dire, notre activité, nos chiffres d'affaires. Un troisième défi est, là encore, de continuer de se différencier par l'excellence client. Nous avons les meilleurs services clients. C'est jamais parfait et c'est un travail, encore une fois, de chaque instant. Il faut continuer à travailler à maintenir cette excellence. Et puis enfin, le numérique, c'est un monde très volatile qui évolue très très vite. L'entretien des compétences, la formation, c'est le 4e grand pilier de la transformation de l'entreprise. Vous évoquez le numérique, peut-être qu'on peut en parler justement parce qu'on sait que dans ce contexte, nos pratiques avec le télétravail, avec ces confinements ont évolué. Ça influence la vision de Orange sur la façon d'appréhender un petit peu la suite des choses ? Oui, alors nos clients nous le disent tous les jours. Le numérique est devenu... Alors, le numérique, c'est très vaste. Il y a des grandes familles d'acteurs. Les opérateurs télécoms sont une de ces familles. Il y a des gens qui font du contenu. Bon, je ne vais pas les citer, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Et alors, nos clients nous disent, aujourd'hui, je n'ai plus de possibilité d'organiser ma vie de tous les jours, qu'elle soit privée ou professionnelle, sans télécom. La dépendance au réseau est devenue
essentiel. On l'a bien vu avec les différentes périodes de confinement et de télétravail, vous l'avez dit. Donc oui, c'est essentiel. Ça se traduit très concrètement par les défis que j'ai évoqués juste avant. L'excellence des réseaux, l'excellence du service client, l'accompagnement de nos clients dans la résolution de leurs problématiques de panne ou plus simplement de résolution de nouveaux besoins. Voilà. Alors si on adopte une position un petit peu critique, on va dire, je pense qu'il y a sûrement des gens qui nous regardent et qui doivent se dire, particulièrement dans nos territoires de montagne qui peuvent être parfois assez reculés, il y a des endroits qu'on peut qualifier de zones blanches où on a encore du mal à capter ou à se connecter ou à télétravailler. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces zones-là? Ah oui, complètement. Alors pour parler de réseau mobile, parce que quand on parle de zone blanche, on parle principalement de réseau mobile. Sur les Alpes, les 3 départements dont je m'occupe, qui sont l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la couverture en population en 4G est de 99,5%. Donc on peut dire c'est beaucoup. Il reste le 0,5%, mais surtout, c'est seulement, si je puis dire, 70% d'un point de vue géographique. Donc il y a des grandes zones qui sont peu habitées et qui ne sont pas couvertes et qui pour autant, avec l'évolution des usages, représentent des zones d'intérêt. Je pense très concrètement, ça va vous parler, des zones d'activité touristique, des bases de loisirs, pas forcément les stations de ski qui sont couvertes, mais je pense vraiment à d'autres espaces, les bords d'un lac, des choses de ce type-là. Et dès lors, effectivement, il y a une attente forte de compléter ces couvertures. Donc aujourd'hui, Orange est engagé avec les 4 autres opérateurs et l'État dans un programme qui s'appelle le New Deal Mobile. C'est un programme qui a énormément accéléré l'ouverture de relais mobiles en zone rurale ou de montagne, zone reculée, avec cette priorisation autour de ces types de critères. Et ce sont les territoires qui s'expriment. C'est le maire de la commune qui dit « Moi, il y a un endroit, j'ai une problématique ». Ça remonte à la préfecture, au département, ça remonte à l'État. Il y a un arrêté gouvernemental qui dit « Voilà, il faut allumer tel endroit ». Et les opérateurs ont ensuite 24 mois pour allumer ce relais. Et ce programme est un succès, puisqu'en 3 ans, il a déployé plus de 40 sites sont en ouverture sur les pays de Savoie. Alors vous avez parlé de 4G, aujourd'hui on parle de 5G. Sur ce dossier-là, où en est-on, notamment donc, dans les départements qui vous concernent et qui nous concernent? Oui. Alors la 5G, d'abord, nous sommes au tout début du déploiement de ce programme. Il a tout juste démarré il y a 1 an, après les enchères pour les nouvelles bandes de fréquences. La logique de la 5G, dans un premier temps, c'est de désaturer la 4G. Donc, un message simple, nous déployons la 5G dans les zones centre-ville, les zones de forte densité. Ça couvre également des stations balnéaires, des zones touristiques de très forte affluence. Donc on pense assez naturellement chez nous aux grandes stations dans les périodes de pic touristique comme les vacances d'hiver. Donc nous commençons par là. Concrètement, sur la Haute-Savoie, Annecy, Annemasse, Évian, Chambéry, l'agglomération grenobloise également. Ce programme n'est pas terminé, on en est vraiment au tout début, mais nous commençons sur cette logique-là de désaturation de la 4G. On n'a pas évoqué la fibre, qui est un autre grand chantier aussi. La même question, où en est-on tout simplement dans nos départements? Alors la fibre, c'est plus diffus, si je puis dire. Enfin, il y a deux grandes zones de déploiement. Une zone d'investissement privé. Sur les départements dont je m'occupe, c'est Orange, en réalité. Ça va représenter à peu près 45% de la population. Sur la Haute-Savoie, où nous sommes en ce moment même, c'est Annecy, enfin l'agglomération d'Annecy, ancienne mouture, avant fusion. L'agglomération d'Annemasse, Cluses, Thonon. Nous sommes à 80% d'avancement. On est vraiment plus près de la fin que du début du programme. Il y a encore beaucoup de travail, c'est pas terminé. Mais on est vraiment bien avancé. Puis après, il y a une autre partie qui est dite d'investissement public, en réalité des investissements mixtes public-privé, les réseaux d'initiative publique. Et là, chaque département a sa propre stratégie. L'Isère, la Haute-Savoie ont déployé des réseaux d'initiative publique avec des avancements qui sont moindres, mais qui ont aussi démarré plus tard.
C'est assez compliqué là, en 2 minutes de donner des détails sur le taux d'avancement, mais c'est un programme qui avance. C'est déjà un bon aperçu en tout Ouais. cas. Si on reprend un petit peu plus de hauteur globalement sur les enjeux pour Orange, les enjeux à venir et à l'avenir, on sait qu'il y a aussi une problématique qui est toujours plus importante dans notre société, hein, c'est la préservation de la planète, de nos ressources. Vous êtes engagé aussi dans ce domaine-là. Oui, alors effectivement. Alors, Orange s'est doté en 2020 d'une raison d'être que je peux vous citer, que Orange se propose d'être l'opérateur de confiance qui offre à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Donc chaque mot est pesé, on peut bien l'imaginer. Dans monde numérique responsable, il y a 2 grands volets. Il y en a un qui est d'accompagner l'inclusion des personnes qui sont en difficulté, en particulier sur nos métiers, l'inclusion par le numérique. On parle souvent, nos élus parlent souvent de fracture numérique. Nous contribuons à sa résorption. Et puis l'autre grand volet qui est effectivement l'environnement, l'empreinte de notre activité sur l'environnement. Donc, nous ne produisons pas de gaz à effet de serre en tant que tel. En revanche, nous consommons beaucoup d'énergie. Le réseau Orange, c'est 1 TWh par an de consommation. Donc, c'est un très gros consommateur d'énergie. En dépit d'une augmentation des volumes de données transportés sur les réseaux d'à peu près 30% par an, donc c'est juste énorme, notre consommation d'énergie n'a pas augmenté depuis 2016. Donc c'est pas magique, hein, c'est beaucoup d'efforts, c'est la migration vers des technologies modernes. Une ligne fibre consomme 7 fois moins d'énergie qu'une ligne ADSL. La 4G consomme, alors la 5G consomme 10 fois moins d'énergie que la 4G pour un volume de données transporté équivalent. Il y a quantité de systèmes qui sont anciens, on va les éteindre. Voilà, on peut optimiser beaucoup de choses dans nos réseaux pour faire en sorte qu'en dépit de cette augmentation de volume, nous n'augmentons pas notre consommation. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est pas augmenter la consommation. Puis le deuxième, c'est décarboner nos sources d'énergie. Alors en France, c'est plus facile, en Pologne, c'est plus compliqué, nous sommes un opérateur international. En Jordanie, 100% de notre réseau mobile est solarisé, fonctionne à l'énergie photovoltaïque. Bon voilà, ça c'est un défi aussi de tous les jours. On signe des contrats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable, y compris en France, pour aller vers cette cible de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Merci beaucoup Didier Chaminade d'être venu nous voir et bonne continuation sur ce chemin donc vers une économie responsable. Merci et à bientôt. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme, suivi du dernier épisode de votre émission Panorama consacrée aux boissons locales non alcoolisées. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, 18h.